ceux connectés en visio pour cette première conférence de presse d'Enerlis. Alors ce matin, je ne suis pas venue seule, je suis accompagnée de Thierry Martin, directeur associé du groupe Enerlis, et Laura Pamon, directrice du développement commercial chez Enerlis. Alors, vous avez devant vous les trois fondateurs du groupe, créé en 2013, et à nous trois, nous détenons la totalité du capital. Alors, avant d'évoquer avec vous ce matin nos futurs projets et ambitions, je me dois de vous présenter en quelques mots Enerlis. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Et comment notre petite PME, devenue aujourd'hui un véritable groupe, en seulement 8 ans? Alors, Enerlis, en quelques mots, c'est quoi? En 2013, nous nous sommes lancés dans cette belle aventure avec une idée toute simple, créer la première SS3E, c'est-à-dire la première société de services en efficacité énergétique et environnementale. Précision importante, nous n'étions pas issus de ce milieu, mais du monde de l'informatique et des SS2I. Il y a 8 ans, nous avions 3 convictions que nous avons toujours. 1. L'efficacité, voire la sobriété énergétique, est la seule voie possible pour concilier des besoins énergétiques croissants et la nécessaire préservation des ressources de notre planète. 2. L'efficacité énergétique nécessite de considérer les enjeux énergétiques de façon globale, en y apportant des réponses et des solutions innovantes. 3. Seul un acteur totalement indépendant de tout énergéticien peut aider ses clients à progresser vite et fort. Dès 2013, Enerlis s'est donc présenté comme un opérateur global, un intégrateur, capable de proposer à ses clients une combinaison de différentes solutions éco-énergétiques, en se positionnant sur toute la chaîne de valeur. L'audit, l'ingénierie financière et juridique, la conception, la réalisation et la supervision des travaux. Nous avons commencé par travailler pour de très nombreux bailleurs sociaux à la rénovation de leur patrimoine immobilier locatif et à la diminution du nombre de passages, d'abord en Île-de-France, puis dans toutes les régions de France. Progressivement, nous avons diversifié nos secteurs d'intervention en travaillant aussi pour l'industrie, le secteur tertiaire, l'agriculture et les collectivités territoriales. Finalement pour tout le monde, sauf les particuliers. Enfin, depuis quelques années, en plus de la rénovation énergétique des bâtiments, nous proposons à nos clients la mise en œuvre d'énergies renouvelables, ainsi que des solutions de mobilité durable. Alors ce matin, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais certains me semblent importants pour que vous puissiez mesurer le parcours effectué par Enerlis en seulement 8 ans d'existence. En 2019, notre chiffre d'affaires était de 50 millions d'euros. En 2020, il est passé à 93 millions d'euros. En 2021, nous prévoyons d'atteindre plus de 140 millions d'euros, soit 50% de progression. Cette croissance est due à quelques opérations d'acquisition. Depuis 2019, nous avons acquis 3 sociétés spécialisées. Un bureau d'études, une société dans le management de l'énergie et une dans le solaire. Nous avons aussi fait de la croissance organique et avons créé de nombreuses sociétés. En 2020, nous avons réalisé 100 projets et chantiers pour des bailleurs sociaux, pour des industriels, du tertiaire, des collectivités et des agriculteurs. Nous intervenons sur toute la France et les DROM, grâce à un réseau de 13 agences en région et notre siège de Boulogne-Billancourt. Nous employons aujourd'hui 185 collaborateurs, presque 200 à l'heure aujourd'hui. Des commerciaux, des ingénieurs, des développeurs, des équipes de production et des fonctions support. Notre index de la parité femmes-hommes s'établit à 97 sur 100 pour l'année 2020. Et vous aurez noté que la présidente est une femme et que 2 associés sur 3 sont des femmes. Enfin, nous sommes aussi un acteur engagé. En juin 2020, nous avons décidé de formaliser et de donner de la visibilité à nos actions
en créant Enerlis Solidarité, notre propre fonds de dotation. Nous soutenons aujourd'hui plus de 25 associations. Nous sommes aussi un employeur responsable et à ce titre, nous venons d'ouvrir notre propre centre de formation pour apprentis, qu'on appelle CFA. Sa vocation, former des jeunes au métier de la transition énergétique. Il devrait accueillir une dizaine de jeunes chaque année. Alors, quelles sont nos perspectives et nos ambitions? Si on vous a réunis ce matin, c'est pour vous annoncer que nos ambitions sont très fortes et que nous sommes à un tournant de notre histoire. Nous souhaitons atteindre un niveau de chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros à horizon 2030 et devenir ainsi un acteur majeur du nouveau monde énergétique, contributeur actif à la neutralité carbone des territoires. Nous disposons de nombreux leviers et nous sommes sur un marché durablement favorable et porteur. Commençons par le marché. En France, la stratégie bas carbone arrêtée en 2015 fixe à 2050 l'échéance d'une société totalement décarbonée, c'est-à-dire ne faisant plus appel aux énergies fossiles. Le marché, qui combine rénovation énergétique et développement des ENR, est estimé par l'ADEME à 50 milliards d'euros pour la France. Par exemple, dans le plan de relance annoncé en 2020 par le gouvernement pour réagir à la crise sanitaire, 30 milliards d'euros des 100 milliards prévus sont fléchés sur la transition énergétique, aussi bien dans le secteur tertiaire que résidentiel. Et ailleurs dans le monde, les mêmes programmes publics sont mis en œuvre, avec des dispositifs réglementaires équivalents. Alors, pour appréhender ce marché et tirer parti au mieux de ce contexte favorable, Enerlis dispose de 3 leviers de développement. Premier levier, le renforcement de notre stratégie d'intégration de nouvelles expertises. Cela passe par exemple par la fourniture de carburants hydrogène décarbonés aux collectivités par l'intermédiaire de notre filiale Greeneye. Cela passe aussi par des solutions d'autoconsommation collective pour les bâtiments tertiaires. L'installation de bornes de recharge électrique pour répondre à la croissance prévisionnelle du parc de véhicules électriques. Et enfin, par la mobilisation des acteurs vers le zéro carbone. Nous venons d'ailleurs de créer une société dédiée, Enerlis Zéro Carbone, à la fois pour proposer une offre de compensation carbone à nos clients et pour faire de notre société un acteur exemplaire en la matière. Deuxième levier de croissance, notre développement à l'international. Nous sommes aujourd'hui présents sur toute la France, Drôme compris. Nous voulons donc maintenant sortir de nos frontières. Nous venons de créer une société en Espagne pour développer notre activité solaire, notamment en tiers investissement. Nous regardons plusieurs autres implantations en Europe, comme l'Italie et l'Italie. Dernier levier de développement, l'aspect financier. Pour pouvoir assurer et financer notre développement, tout en étant capable de saisir des opportunités de croissance externe, nous ouvrons notre capital d'investissement. Nous sommes prêts à céder une part minoritaire du capital de notre société. Nous avons d'ailleurs mandaté la Banque Rothschild pour cette recherche de partenaires et espérons bien conclure très prochainement. Alors voilà l'essentiel des messages que je souhaitais vous communiquer ce matin. Place aux questions-réponses. Un peu plus d'interactivité. Thierry, Laura Pinson et moi-même, bien sûr, sommes à votre disposition. C'est qu'une question de capitaux, mais beaucoup. Premièrement, tout ce qui est travaux, il faut de l'argent pour financer les travaux. Surtout que nous, on se positionne comme des gens avec une offre globale. On conçoit, on fait des travaux et en plus, on les finance. On a un mélange de bureaux d'études, société de travaux et de banque, finalement. Deuxièmement, lorsque vous voulez financer des infrastructures telles que le solaire, telles que l'hydrogène, ainsi de suite, c'est beaucoup de capitaux aussi. Et troisièmement, on va s'appuyer beaucoup sur la croissance externe. Et là, encore une fois, c'est donc c'est important pour nous d'avoir avec nous un tiers qui sera vraiment bien établi sur la place financière. Donc d'où l'idée du fonds. C'est une ouverture, c'est une augmentation de capital, l'opération. Les deux en fait. Il y aura une partie de la personne, on va leur vendre 25% du capital avec aussi une partie augmentation du capital en même temps. D'accord. Et l'opération
opération peut être évaluée à combien? Alors là, on est en train de discuter. Je suis désolé, mais on ne peut pas trop divulguer de ces choses-là. On parle en dizaines de millions d'euros, en millions d'euros, c'est quoi le... Les budgets de la société en 2020 étaient de pas loin de 10 millions, je pense, et en 2021, on a un carnet de commande qui nous permet de nous dire qu'on a déjà établi notre objectif. On sera, je pense, au minimum aux alentours des 13 millions d'EBITDA. Donc vous êtes familier un peu de la valorisation, si vous faites un multiple et que vous prenez 25% de ce multiple, vous voyez à peu près vers où on va être. Tout le monde garde des grands secrets. Bon, moi c'est facile de deviner, mais apparemment il faut respecter la confidentialité des échanges. Et vous avez créé un CFA, c'est ça? Tout à fait. Quels sont vos besoins précis en compétences? Enfin, quel est l'objectif de formation? Alors, notamment dans les énergies renouvelables, et on se rend compte qu'il y a poser les panneaux photovoltaïques, donc il y a des, si vous voulez, des formations d'électriciens, mais on ne va pas jusqu'au bout. Si vous voulez, on s'arrête à l'électricité et on se rend compte qu'on a beaucoup de mal à recruter des poseurs de panneaux, installateurs, mainteneurs, et également de charpentiers. C'est énorme, il y a beaucoup de charpentiers si vous voulez, qui travaillent sur l'ossature bois, mais les charpentiers spécialisés dans tout ce qui est structure métallique, c'est très très compliqué. Donc on voudrait développer ces formations. Et en Ile-de-France, mais surtout dans les territoires, notamment autour de notre agence de Marseille. Okay. Parce qu'on a une très forte implantation, enfin, on veut vraiment s'implanter durablement là-bas. Sur les aspects financiers, moi j'ai deux questions pour avoir un peu plus clair. D'abord, sur le résultat, est-ce que la société est profitable, si oui, depuis quand et à peu près à quel niveau? Et le deuxième aspect, c'est comment se décompose le chiffre d'affaires entre vos différentes activités pour qu'on hiérarchise un peu, si vous voulez. Enfin, moi, en l'occurrence, pour y voir un peu plus de détails sur votre activité, mais de façon chiffrée. Alors, est-ce que la société a toujours été rentable? Je vous confirme. Notre chiffre d'affaires, on a plutôt, puisqu'on est en train de développer, si vous voulez, historiquement, on est plutôt dans le résidentiel. Donc notre chiffre d'affaires est plutôt dans la rénovation énergétique du résidentiel. On développe résidentiel, c'est bailleurs sociaux mais copropriété aussi. D'accord. Et maintenant on développe le tertiaire et l'industrie et beaucoup l'agriculture grâce au solaire. Donc il y a une proportion pour l'instant entre rénovation énergétique et énergie renouvelable, on va le faire comme ça, de 60-40 à peu près. Je vais rebondir sur vous avez évoqué quand même le projet, enfin, l'objectif d'1 milliard de chiffre d'affaires à horizon 2030, c'est ça? Oui. Donc comment vous quelle serait sa répartition de chiffre d'affaires d'1 milliard? Parce que ça vous oblige à avoir une projection à 10 ans Tout à fait. du business. Alors déjà entre la France et l'international, parce que je pense qu'en effet, le camembert il va évoluer. Et dans ce camembert-là, entre en effet le résidentiel, enfin le tertiaire, et puis l'immobilité, parce que vous avez évoqué l'immobilité, on voit bien aujourd'hui les enjeux. Il y a la loi LOM qui impose d'avoir 5% de bornes électriques sur tous les parkings. Donc on va voir en effet une poussée très forte, notamment les centres commerciaux qui vont investir massivement. Donc dans ce camembert du milliard, un peu quels sont les secteurs d'activité en quelque sorte? Oui, donc, les très grandes lignes, pour le moment, on va faire simple. Nous, on estime que ça sera moitié-moitié entre la France et l'international. Donc 500 millions. Au niveau de la répartition, il y a une très forte poussée pour les énergies renouvelables. C'est vraiment en ce moment que ça se passe. L'objectif est de couvrir le maximum, de construire maintenant des centrales au sol pour garder cette terre pour l'agriculture, donc de construire au maximum des centrales solaires sur les bâtiments. Donc une fois qu'il y aura les panneaux sur les bâtiments d'une ville par exemple, vous n'allez pas revenir pour les repasser. C'est beaucoup de power nous, sur l'installation de panneaux solaires pour développer énormément l'autoconsommation. Je pense que c'est vraiment le moment de l'autoconsommation. Donc il y a aussi quelque chose qui se passe en ce moment en France qui s'appelle le décret tertiaire, où là il y a une obligation d'être à 40% de baisse de la consommation d'ici 2030. Donc il va falloir, c'est un peu tout l'objectif d'Enerlis, baisser la consommation énergétique, moins 40, et c'est maintenant que ça se passe, il faut définir tout de suite le plan de travaux. Et puis en même temps,
solaires sur ces fameux toitures. Donc il y a un marché gigantesque qui est en France, qui est en terrain. Voilà pourquoi on met les paquets. La répartition, nous, on voit maintenant qu'il y a toujours un fonds de business qui vient de l'historique, depuis le début, qui est beaucoup effectivement le résidentiel. On travaille ce qu'on appelle en B2B2C, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas directement avec le particulier, on travaille avec les bailleurs sociaux, on travaille avec les copropriétés, avec des syndics copropriétés comme Nexity, Foncia et autres. Donc là, c'est vraiment, effectivement, c'était les 2 tiers de notre chiffre d'affaires. Et depuis 2 ans, il y a un relais dans la partie tertiaire, du fait de ce décret, et l'industrie. Et tout ça, en plus, il y a le gros développement de la partie énergie renouvelable, de la partie solaire pour le moment. Effectivement, après, la partie où on vient à vous savez que la répartition de la consommation énergétique en France, c'est à peu près 40, elle est pas loin de 50% dans le bâtiment, à la fois résidentiel et tertiaire. Ensuite, vous avez une vingtaine de pourcentages pour l'industrie et à peu près une trentaine de pourcentages pour la mobilité. Quelque part, on ne va pas non plus nous inventer l'eau tiède, on va un peu dupliquer ce qui se passe sur le marché. L'Enerlis, encore une fois, c'est un intégrateur. C'est pas comme certaines sociétés qui en France développent un produit. En ce moment, on voit beaucoup de développement entre l'hydrogène et autres. Nous, notre vocation, elle est plus d'intégrer chez les clients, d'aller voir les clients avec des solutions qui ont déjà été expérimentées ailleurs. Ça n'empêche pas un peu d'innovation, mais on n'est pas non plus dans la recherche fondamentale. Donc à chaque fois, Enerlis va coller aux besoins du client et aux solutions éprouvées. C'est-à-dire que nous, notre chiffre d'affaires, on le voit un peu de la même façon que la répartition en France, c'est-à-dire à peu près la moitié du chiffre d'affaires restera dans tout ce qui est bâtiment. Et après, il y aura une partie industrie. L'industrie n'est pas facile à pénétrer parce que les gens n'ont pas forcément de visibilité qui peut si son usine sera encore en France dans 20 ou 30 ans, même si on raconte que les usines vont en France, déjà on se demande si elles vont pas en partir. Donc c'est pas toujours facile pour un industriel d'investir dans les solutions énergétiques, même si nous on parle de retour sur investissement de 4-5 ans, c'est pas très élevé, mais c'est pas toujours évident. Et puis la mobilité, effectivement, nous on se veut le premier intégrateur d'hydrogène aussi. Quelque part, quand on regarde bien, on duplique très souvent notre métier qui est de l'intégration. Donc de prendre ce qui se fait de mieux avec le côté global d'énergie, ça change beaucoup de choses, mis à part le fait qu'on va paralléliser certaines tâches, donc on va aller beaucoup plus vite, alors que jusqu'alors dans le bâtiment c'était très sérialisé. D'abord on fait des études, après on fait appel aux travaux, après on fait appel aux maintenance, ainsi de suite. Ça prend beaucoup de temps, mais le plus gros on ne sait pas qui est responsable du résultat, et en tant que client j'ai déjà vécu, c'est pas moi, c'est lui. Donc le côté global d'Enerlis, il permet d'aller plus vite, mais surtout, il permet de pouvoir offrir une garantie de résultat au client. Trop souvent, on oublie de garantir ce qu'on a préconisé au client. D'où la nouveauté d'Enerlis. Premièrement, on est globaux, et deuxièmement, on avance l'argent. C'est une garantie qui montre au client qu'on pense ce qu'on fait. Parce que si les résultats ne sont pas attendus, on sera lié. Donc on essaie toujours de trouver des retours sur investissement qui sont courts, soit grâce aux aides et subventions, parce qu'il n'y a pas de transition énergétique sans fiscalité verte en France, ni dans le monde à mon avis, et soit sur des économies d'énergie, sachant que par exemple, c'est essentiellement 90% des économies d'énergie, l'État n'aide pas les entreprises comme il va aider les particuliers, soit ça sera grâce aux aides et subventions. Pour rebondir un peu sur ce que dit Thierry sur la répartition du chiffre d'affaires, plus que sur les offres, c'est une typologie de clients, c'est-à-dire tertiaire. Alors il y aura résidentiel, parce que de toute façon, tout ce qu'on cite, la mobilité, c'est quand même en transverse résidentiel ou sur le tertiaire, et notamment ou dans les collectivités ou dans justement les grandes surfaces et tout ça. Donc voilà, on pense pouvoir beaucoup se développer. Ce serait tertiaire, résidentiel et partie agriculture-industrie. Et vous posez aussi, juste pour terminer, vous parlez aussi de comment ça va se répartir par secteur, mais aussi au niveau géographique. Alors, la façon d'Enerlis, c'est toujours de grandir avec ses fonds propres. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas des dépenser et à lancer des bureaux avant même de voir un client. Donc là, typiquement, je vous donne un exemple. Il y a quelques mois, on a lancé la filiale espagnole. On a 2 personnes à peine et on va y aller progressivement. Je pense que si on continue comme ça, on pourrait voir passer les trains et les louper. Donc d'où la
volonté maintenant de dire, bon, tout seul, on ne va pas y arriver. Je pense que moi j'étais à l'aise avec l'objectif de 500 millions sur 2030, mais si vraiment on veut, on a l'impression que de plus en plus de nos jours, c'est le premier qui est établi, qui fait des références dans le secteur. Donc nous, ce modèle-là d'intégrer et tiers investisseurs, pour le moment, on ne voit pas trop de personnes en face de nous. On veut vraiment surfer sur cette vague-là. Et si on veut commencer à investir dans plusieurs pays, tant en propre qu'en rachat, il nous faut que quelqu'un à nos côtés. Pardon, monsieur. Oui, simplement, est-ce que vous pourriez détailler un peu plus votre stratégie sur l'hydrogène pour la mobilité? Est-ce que ce serait l'objectif à terme de devenir producteur d'hydrogène, distributeur via des stations, des stations? En fait, pareil, je vais vous répondre tout à la fois parce que c'est encore notre côté intégrateur. Alors, on a démarré l'hydrogène décarboné parce que on a vu qu'en France maintenant, il y a effectivement, en France, en Europe, il y a cet objectif de faire de l'hydrogène vert. Je crois que c'est 800 000 tonnes d'hydrogène vert en 2025 et 8 millions en 2030. Là, comme souvent, la tendance ne suit pas toujours. Et avant d'avoir des gens qui vont produire de l'hydrogène décarboné, il va falloir un certain temps. Je sais ce que c'est en France. Les gens disent que ça va commencer à arriver en 2025-2026. Donc nous, toujours pareil, c'est notre méthode un peu d'expérimentation par itération, c'est la mobilité lourde. C'est-à-dire qu'on va aller chercher de l'hydrogène fatal, plutôt que d'attendre qu'elle soit produite par l'énergie renouvelable, sachant qu'en France, on n'a pas encore assez d'énergie renouvelable déjà pour le mix énergétique. Donc on ne pense pas qu'il y en aura tant que ça disponible pour l'hydrogène décarboné. On n'a pas d'utilisation industrielle de l'hydrogène, c'est pas demain la veille que ça va arriver. Et donc nous, on vise d'abord comme très souvent, on vise déjà un petit créneau sur lequel on est confortable. Hydrogène pour la mobilité lourde. Lourde, c'est quoi? C'est les bus, c'est les camions, les bennes ordures. Et Enerlys, demain, on est capable, nous, de livrer, on attend bien sûr le premier contrat d'une entreprise, d'une collectivité locale, de livraison d'hydrogène décarboné, des flottes de bus. Déjà, demain, on peut en livrer, on peut déjà fournir. Ensuite, il y a une grosse controverse en France sur l'hydrogène décarboné pour les véhicules légers. Mes ingénieurs me disent que ça va être très difficile. Moi qui ai une voiture électrique, une berline, dont l'autonomie qui était soi-disant 400-500 km, à la fin il y avait à peine la moitié, je crois qu'il y a un gros potentiel pour l'hydrogène dans les voitures légères. Bon après, qui peut dire, quand on voit toutes les usines de gigafactories qui se créent, je ne pense pas qu'ils vont le mettre à la poubelle. Donc, et puis l'hydrogène, je ne sais pas si vous êtes intéressé à l'hydrogène pour la partie industrielle. Donc là, si on veut vraiment l'hydrogène décarboné, je n'ai pas de calcul précis en tête, mais je crois qu'il faudrait, alors, soit vous faites de l'énergie renouvelable, il y en a pas assez, soit il y a les pro-nucléaires qui reviennent à la charge en disant qu'ils ont la solution. Mais là, je pense qu'il faudrait faire des dizaines de centrales nucléaires pour fabriquer ce fameux hydrogène décarboné pour l'industrie, dans les besoins gigantesques. Je ne vous parle pas des besoins en eau, aussi, qui vont être un vrai sujet, à mon avis. Donc, moi, on a comme ami Patrick Geoffron, l'un des directeurs de la chaire d'énergie qui écrit régulièrement, et qui me disait fort justement l'autre jour, on n'a jamais eu autant de solutions en matière d'énergie, et autant l'embarras du choix, et finalement, autant d'indécisions pour choisir la bonne énergie. Au début, en 1900, c'était facile, vous avez le pétrole. Aujourd'hui, les solutions sont très nombreuses. En revanche, qui peut dire que ce soit la batterie pour les voitures, naturel, c'est assez difficile de déterminer. Donc nous, on prend un créneau qu'on connaît bien, qu'on sait pouvoir maîtriser, qui est l'hydrogène décarboné pour les flottes déjà de bus. Et normalement, on a déjà un des très gros acteurs français, il n'y en a pas 36 dans la mobilité collective. On nous a tous approchés, on a approché les 25-30 plus grandes métropoles, avec des échanges. Eux confirment que notre façon pragmatique et court terme, elle est très, très bien vue, ils sont très à l'aise avec ça. Et il y a un acteur qui a dit ok, on veut faire la première station de distribution avec vous dans les jours qui viennent. Donc pour finir de répondre à votre question, pardon, la livraison d'hydrogène, demain deuxièmement, installer des stations de distribution s'il le faut, comme là il est question dans cette très grosse métropole française, normalement dans les semaines qui viennent. Troisièmement, on a aussi des solutions de production d'hydrogène, les fameuses électrolyses, sachant que les gens oublient parfois, en ce moment il y a beaucoup de maires qui voudraient leur propre station de production et de distribution. L'hydrogène, c'est la bombe H.
installé. Comme tout le monde vous parle de l'avion à hydrogène, certains spécialistes, et je fréquente de l'aéronautique, disent qu'il ne faut pas ça demain parce que ça peut chuter puis ça peut exploser. Quoi. Donc actuellement, je pense qu'il va falloir y aller aussi là aussi progressivement. C'est pas si j'ai répondu. cet accord, l'acteur de la mobilité que vous évoquez. C'est pas signé, je ne peux pas le dire. C'est pas signé. Mais comme je vous disais, des acteurs de mobilité en France, dans le domaine des bus et les transports collectifs, vous n'en avez pas 36. Hein. Et pour le moment, l'hydrogène fatal dont vous parlez, vous le sourcez Des usines chimistes qui retracent l'hydrogène. Donc c'est un processus qui a été validé par l'ADEME et qui vous permet de récupérer l'hydrogène, de purifier pour la partie mobilité et de compresser. Je crois que vous savez, c'est le réservoir d'une voiture, l'hydrogène, si on ne compresse pas, je pense que c'est cette pièce. Donc, vous imaginez un avion aussi, le problème. Donc il faut vraiment compresser. Et c'est pas du tout de l'hydrogène décarboné dans ce cas-là. C'est de l'hydrogène gris. Déplacer le problème. Non, parce que c'est l'hydrogène, les usines chimistes recrachent dans le ciel. C'est ce qu'on appelle l'hydrogène fatal. Voilà. D'accord. Malheureusement, si vous voulez, mon ingénieur vous expliquera beaucoup mieux que moi ce processus-là. Mais c'est pas nous qui fabriquons cet hydrogène-là, en fait. C'est l'hydrogène de récupération. Une récupération. L'hydrogène fatal, comme on Ce dit. qu'on appelle l'énergie fatale, Ce qui mais part qui dans est le considéré ciel. comme l'hydrogène décarboné. Mais si vous voulez, je vous ferai un petit Mais c'est mot pas- si vous donnez votre nom. Et c'est impossible qu'à Ouais. Est-ce que c'est un métier et un marché qui vous semble mûr, celui d'hydrogène, enfin, ce qui concerne la livraison, le stockage, etc., compte tenu des contraintes techniques et de et des interrogations qui Pour moi, qui c'est restent il n'y a pas de problème, il faut là-dessus. juste Et est-ce que c'est un marché qui va être rentable, enfin qui vous semble rentable aussi déjà, enfin ou Ok. qui va l'être, quoi. Donc, pour la sécurité, il n'y a pas de problème, il faut juste respecter les choses, c'est comme une usine chimique ou autre. Hein. Mon associé Jean-Philippe Gendarme dans l'hydrogène était patron, lui, d'une usine de chimie, donc CVSO2 et autres. Maturité de ce marché, c'est simple. De l'hydrogène décarboné à des flottes de bus. Pour le moment, des flottes de bus en France, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a une à Pau et je ne suis pas sûr qu'elle soit en état de fonctionnement, parce que justement, je ne suis pas sûr que leur électrolyse fonctionne. Certes, l'État annonce des aides, mais hier encore, j'étais avec un maire. Dis-moi des bus à 600, 700 000, je vais pas en acheter 36 demain. Vraiment, l'offre, elle est vraiment balbutiante. Hein. Comme très souvent dans l'énergie, pardonnez-moi, on a aussi quand même, il faut l'avouer, un effet de mode. Hein. Donc actuellement, tout le monde vous parle d'hydrogène. Ça coche certaines cases, c'est vrai. Solution miracle en énergie, j'en ai. Donc maturité, peut-être pas demain, mais après, j'ai l'impression, en tout cas, nous, encore une fois, on a toujours une approche pragmatique, en disant on va intégrer ce qui se fait de mieux dans le monde. Il y a certaines fois ça marche. De là à dire que ça marche partout, je n'en suis pas sûr. Et c'est l'avenir, encore une fois, la fois qui nous dira. Et tout la difficulté de nos métiers, c'est de pouvoir parier sur le bon cheval et d'être en temps et en heure avec le marché. C'est ce qui est difficile. Et vous verrez que dans 5-6 ans, tous les acteurs d'hydrogène qui sont lancés en France, je ne sais pas s'il y a encore la moitié qui sera là. Le timing. Quelle est la part de votre activité C2E dans l'ensemble, finalement, 93 millions de chiffre d'affaires. Moi, je connaissais le filiale Loris NR. Et donc, l'activité de production de C2E, ça représente quelle part dans votre... Alors, on va séparer les différents secteurs, si vous me permettez. La partie résidentielle, chez les bailleurs sociaux, avec une population à forte précarité, donc effectivement, il y a des C2E. En revanche, la partie industrie, il n'y en a pas. La partie tertiaire, il n'y en a pas. Ou quand je dis pas, ou il n'y a quasiment pas. Déclencheur. La partie solaire, il n'y en a pas non plus, comme vous devez le deviner. Donc, la partie historique, moi je dirais que chez les bailleurs sociaux, elle est très, très présente. Imaginons que je vous dise 2 tiers, par exemple. La partie, je crois que c'est à peine 5% de la partie tertiaire. Encore une fois, l'État ne va pas aider les entreprises du CAC 40 avec ça. Et la partie industrie, il n'y en a pas non plus. Très peu, quoi. C'est complètement à la marge.
Et donc, dans ces 93 millions d'euros, c'est quoi la contribution des C2E? Bah, si vous, alors, imaginons qu'on fasse deux tiers à chaque fois pour simplifier. Il y a environ 2 tiers de résidentiel dans le chiffre d'affaires. D'accord? Et que dans cette partie résidentielle, vous voyez la partie bailleur qui est environ plutôt un petit 80%. Je n'ai pas fait le calcul, mais on va le faire ensemble. Oui, à peu près. Mais c'est vrai que les C2E dans le résidentiel, et notamment chez Valeo, c'est un dispositif très incitatif et qui doit inciter. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup recours aux C2E dans la partie résidentielle bailleurs sociaux. Parce que la copropriété, même s'il y a ma prime rénov, c'est un élément très déclencheur finalement. C'est pas suffisant. Vous savez qu'en France, l'énergie coûte 2 fois moins qu'en Allemagne, par exemple. Et je ne parle pas d'Italie ou d'autres pays ou des pays scandinaves. Donc si vous voulez la rénovation énergétique, la transition énergétique en France, vous êtes obligé de faire la fiscalité. Alors que ça s'appelle ma prime rénov, que ça soit de l'ADEME, que ce soit ce que vous voulez, il y a besoin de quelque chose, sinon il n'y aura pas. Oui, bah, c'est des subventions. Ouais. Direct ou indirect, c'est des subventions. Oui. Je pense que dans le résidentiel en France, c'est pour ça que je vous posais la question. Quelle est la part dans votre activité qui est issue d'une activité subventionnée? C'est pour ça que je vous posais cette question. Résidentiel, pour moi, c'est résidentiel bailleurs sociaux, à distinguer des résidentiels privés. Résidentiel bailleurs sociaux, moi je dirais que la part des subventions, elle peut atteindre plus que 2 tiers, entre 2 tiers et 75, comme ça à peu près. Parce que chez les bailleurs, vous avez les C2E, mais vous avez aussi la TFPB, donc c'est un ensemble, il y a une globalité. Donc dans une offre, par exemple, quand vous faites des offres d'éclairage des parties communes, là vous avez très vous pouvez éclairer la TFPB de manière très importante. Donc c'est une combinaison de tout ça, c'est en ça qu'on se positionne comme un acteur global, mais il est vrai que dans le résidentiel, sans incitation, il n'y aura pas de rénovation énergétique ambitieuse. Et c'est une part importante. Voilà. En France, à mon avis, il y a une séquence vraiment qui est la partie. Si vous voulez baisser la consommation énergétique, il n'y a pas 36 façons. C'est l'isolation, c'est meilleur matériel, c'est l'éclairage, c'est les 3 grandes choses à faire. Donc toute la partie isolation par l'extérieur, par exemple, je crois que c'est financé qu'à un quart à peu près. Pourquoi? Parce que je pense que le législateur a dû vérifier que finalement il y a comment on appelle, des rénovations de façade obligatoires. Donc finalement, il n'y a peut-être pas besoin d'inciter beaucoup. En revanche, il y a d'autres opérations. Si vous voulez rénover les collèges, ainsi de suite, le retour sur investissement, autant on arrive actuellement à baisser de 40% la facture énergétique à peu près facilement. C'est les moyennes qu'on atteint nous dans les lycées où on a rénové il n'y a pas longtemps, point de vue énergétique, une tour pas loin de la gare de Lyon. On a atteint 43% assez facilement, sans trop dépenser d'argent, avec des retours sur investissement de 3-4 ans maximum. Mais en revanche, si vous faites donc on arrive à baisser de 40%, mais vous baissez peut-être le coût, le pourcentage de l'énergie dans un immeuble de bureau, par exemple tertiaire. Je sais pas si. Moi je me suis fait avoir, pratiquement tout le monde se fait avoir. L'énergie représenterait qu'environ 5% du coût total, hors salaire bien sûr, d'une tour. Donc c'est-à-dire que pour avoir un retour sur investissement satisfaisant en France, vu la faiblesse du coût de l'énergie, pris en trompe-l'œil l'énergie en France, finalement, l'État, s'il ne fait pas quelque chose, il n'y aura pratiquement pas d'aide. Bon, c'est aussi vrai dans la promotion immobilière, il y a des aides, dans l'automobile, il y a des aides. En France, je ne connais pas d'autres pays, mais on est un peu les rois de l'aide, et de la subvention. Excusez-moi, je vais insister, mais parce que vous avez des activités très diverses alors j'ai bien compris que vous diversifiez, que vous visez une activité globale et en question géographique. Mais je reviens à ces 2 heures. Est-ce que la rénovation énergétique, c'est essentiellement ça quand même, est-ce que c'est la majorité de votre activité aujourd'hui? Je ne suis pas sûr d'avoir compris en fait. En fait, vous avez 2 temporalités. Le business d'aujourd'hui, c'est issu des travaux du développement commercial depuis 5-6 ans, mettons. Il faut toujours un laps de temps. Donc là, vous avez à 80% le chiffre d'affaires d'aujourd'hui est issu du travail depuis 3-4 ans. Donc là, c'est l'isolation, c'est la rénovation énergétique chez les bailleurs sociaux. L'isolation, c'est aussi le matériel. D'accord. En revanche, aujourd'hui, au moins la moitié de nos efforts commerciaux sont faits en dehors du particulier, en dehors du logement, du résidentiel. Et c'est là qu'on retombe sur le tertiaire, l'énergie renouvelable, et ainsi de suite. De la part des collectivités territoriales qui veulent prendre leur destin en main.
de plus en plus, vous avez des... Alors, il y a eu des SEM avant pour l'aménagement du territoire, ça, on connaissait le système. Maintenant, de plus en plus, on se veut comme un co-traitant, voire même des fois un sous-traitant de SEM Énergie. On traite vraiment beaucoup. C'est à peine depuis un an et demi que nous sommes sur les territoires. Encore une fois, la société a 8 ans, mais tout ce dont je vous parle, c'est relativement jeune. Et là, il y a deux SEM, une plutôt au sud-ouest et une plutôt au sud-est qui nous travaillons, plus une autre bientôt qui arrive dans le centre. Donc, très grand mouvement de fond pour moi des énergies en France. Et là encore, je crois qu'elles ont un peu la même vision d'être un acteur à 360 avec plusieurs offres. Et bien entendu, nous on est 200 personnes, eux parfois ils sont 2 ou 3, ils n'ont pas toutes les compétences voulues. Donc on vient apporter et puis le financement une fois de plus. Mais pardon, des SEM pour faire quoi? Pour gérer quoi? Imaginez une petite ville de 5-6 000 habitants. Et si le maire veut faire du solaire, baisser sa consommation énergétique, mettre de l'hydrogène, ainsi de suite, bon, ou bien il est très chanceux, il a 50 spécialistes en interne, ou bien il se dit, bon ben moi je vais me regrouper avec mes petits camarades, mes petits voisins, et puis on va mettre en commun, de la même façon qu'ils mettent en commun pour le développement du patrimoine, on va mettre en commun des compétences pour pouvoir avoir une de solutions de cette SEM-là et pouvoir offrir déjà de la veille techno, de la réalisation et de la ressource à toutes ces petites communes. Personne ne peut avoir un spécialiste solaire, un spécialiste énergie, et ainsi de suite. Donc, quelque part, le catalogue d'Enerlis, il sert aussi à fournir les SEM en disant voilà tout ce que nous on peut faire. Vous pouvez maintenant proposer à vos clients, à vos collectivités locales. Et là, normalement, dans les jours qui viennent aussi, on va commencer à travailler par une petite commune de 3-4 000 habitants. Carboné sera un peu notre laboratoire. Donc, baisser la consommation des gymnases, baisser la consommation des bâtiments, baisser les matériels, les écoles, plus couvrir les terrains de sport. C'est ce qu'on appelle, nous, décarboner les territoires. Et ça, c'est un peu le métier que veulent faire les SEM maintenant, comme un GIE d'achat finalement. Est-ce que vous pourriez être actionnaire d'une SEMOP, par exemple? C'est le but de la SEM. Comment? Le but de la SEM, c'est aussi d'accueillir des actionnaires privés. D'accord. Oui, sachant que la SEM, elle restera positive, elle restera, majoritaire. Le public restera effectivement majoritaire. En revanche, 2015, ça n'a pas été. Je trouve que l'État n'a pas assez communiqué dessus. 2015, c'est ce qu'on appelle les SAS LTE, dite loi de transition énergétique. Où là, une ville, et nous tous les jours on prêche auprès des terrains, sur le terrain auprès des collectivités territoriales pour leur dire, vous pouvez une ville peut créer une SAS maintenant, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Et puis effectivement, elle est majoritaire ou minoritaire comme elle veut, mais elle peut rester minoritaire. Donc il y aura un acteur privé cette fois-ci qui lui sera majoritaire. Je crois énormément, ça m'arrange, mais on est conséquent. Je crois énormément au partenariat public-privé pour aller beaucoup plus vite et être plus efficace. Les locales, bon, on entend parler partout qu'elles sont exsangues. Elles n'ont pas les moyens de jouer à la roulette russe dans le domaine énergétique. Et je pense que le privé, s'il sait rester à sa place, s'il parle vraiment de coopération, je pense par exemple comme nos CF, on va sur les territoires et puis on va aider les artisans à former, leur apporter de la main-d'œuvre. Je pense que si le privé reste correct, les deux doivent bien s'entendre. Quand vous dites on apporte le financement, il est formé de quoi et qui l'apporte précisément le financement? Trois façons pour nous de financer. Premier, on a créé un véhicule spécial qui a emprunté de l'argent aux banques. C'est le premier. La première société qui est chargée de financer toute la partie énergie renouvelable, les fameux panneaux solaires. Typiquement, cette fameuse ville avec qui nous allons peut-être signer, qui veut des sur tous ces bâtiments. Imaginons qu'il y a un investissement de 2 millions d'euros à porter. Donc, c'est ce véhicule-là qui va prêter de l'argent à Enerlis. Enerlis, lui, va installer ses panneaux solaires. Alors, deux façons de faire. Soit c'est une façon pour l'autoconsommation de la ville. Dans ce cas-là, on installe les panneaux solaires et on refacture l'électricité tous les jours à la ville. À un prix garanti pendant 30 ans. Moins cher que ce qu'il paye actuellement en plus. Et en plus, c'est décarboné. Soit la ville préfère avoir un revenu pour le moment. Donc, ils vont nous louer leur toiture. Et quand on va nous revendre l'électricité à l'État avec des achats, on va encaisser de l'argent, on va rembourser toute l'installation solaire pour laquelle nous avons investi, on va rembourser le fameux véhicule et on paiera en plus un loyer
à la ville. Donc ça, c'est la première façon d'énergie renouvelable. Donc on a créé ce véhicule. On a créé un deuxième véhicule qu'on n'a pas encore utilisé, mais maintenant on attend les commandes. Donc cette fois-ci, on va financer les travaux. On a un industriel, par exemple, on lui propose 3 millions de travaux pour gagner au moins 700 000 euros d'économie d'énergie par an. Donc on va prendre l'argent dans ce véhicule-là. Enerlis va toucher l'argent de ces travaux, et ensuite le client remboursera ce fameux véhicule si et seulement si l'objectif est atteint. Donc c'est cette deuxième façon de financer. C'est qui votre partenaire bancaire? On a un pool de 5 banques pour le moment, partie solaire. Donc c'est un pool qui a été constitué par autour du Banque Populaire, plus d'autres acteurs. Après, ce sont les financeurs classiques. Pour le moment, nous, on préfère aller voir les banquiers pour des raisons de coût. Il y a aussi des fonds d'infrastructure qui existent, comme vous le savez, qui prennent de la marge au passage, qui ne sont pas toujours flexibles. Donc voilà pourquoi, comme souvent, Enerlis, pour les aux besoins du client, on a préféré créer nos propres véhicules et aller emprunter auprès des banquiers. Et pourquoi vous communiquez aujourd'hui? Parce que la levée de fonds n'est pas bouclée. Enfin, l'augmentation de capital, l'ouverture de capital, c'est pas bouclé, c'est pas signé ça. Non, vous avez raison. Alors, vous communiquez avant, parce qu'en général, c'est toujours après. Nous, en fait, on communique surtout sur un objectif. On s'est mis d'accord là depuis le début de l'année en disant bon voilà, maintenant on va être conquérant, on va aller à l'Europe et ainsi de suite. C'est notre objectif. C'est pas financier. Après, je pense que c'est terminé les vacances. Effectivement, nous normalement à la fin du mois, on choisit notre partenaire financier. Donc on se dit est-ce qu'on attend, la question est tout à fait juste, hein, est-ce qu'on attend que ce soit fait, ou est-ce qu'on communique d'abord sur la stratégie d'Enerlis, qui est de dire une ETI européenne, transition énergétique, 1 milliard 2030. Pour nous, c'est ça l'objectif. Le moyen d'y arriver, c'est entre autres aussi le partenaire financier. Moi, ça me semblait un tout petit peu moins important que la stratégie elle-même, en fait. Après que nous allons chercher de l'argent auprès des banques via des véhicules spéciaux ou auprès d'un investisseur industriel ou un investisseur en fonds. Je ne dis pas que c'est anecdotique, c'est essentiel, mais voilà, c'est pas l'objectif. Il y a quelqu'un qui vend ses parts complètement ou... Tout ça, on le met sur ce qu'on appelle une NewCo, on va créer une société commune. Donc nous allons apporter nos titres. Et personne ne sort d'ici. Je ne vais pas vous monopoliser la parole non plus. En fait, parité. Ça dépend de quoi. Vous mentionnez du coup à nouveau votre ambition de faire 1 milliard de chiffre d'affaires en 2030. Quels sont les concurrents principaux que vous identifiez On nous pose souvent cette question justement, savoir quels sont nos concurrents. Comme vous voyez, notre offre elle est quand même assez large. Donc elle est très large et elle fonctionne aussi en silo. Donc on a des concurrents sur la rénovation énergétique, des autres concurrents tout ce qui est solaire, mais on n'a pas de concurrent, je dirais, global. Le seul concurrent que vous pouvez avoir, c'est Engie finalement, sachant qu'il est quand même énergéticien. Pour l'instant, il se défait de toutes les structures qu'il avait acquises, justement, enfin, de tous les services pour se sentir bien. Donc, on peut dire qu'on n'a pas un concurrent global, et c'est pour ça qu'on a rempli, si vous voulez, le trou sur le marché. On n'a pas de concurrent direct. Juste sur certaines chaque brique, en fait, ouais, sur chaque offre. Qui on peut voir par exemple sur la rénovation énergétique, on peut voir RV Thermique, on peut voir qui commence à se mettre dessus, IDEX aussi, essaye un peu. On a sur toutes les collectivités locales, quand vous êtes sur les rénovations, vous avez Dalca, Cofeli, voilà, c'est des choses sur lesquelles on se positionne. Après, sur cette énergie, vous avez AQO qui rachètera peut-être un jour. Voilà, des gens comme ça. Voilà, c'est des sociétés qu'on peut viser. Étant donné que votre modèle économique dépend beaucoup des subventions, est-ce que vous essayez de participer à l'élaboration future des lois et des réglementations dans ce sujet? Est-ce que vous faites partie des interlocuteurs là-dessus? Est-ce que vous essayez d'en être? Alors, on fait partie de certains groupes de travail,
Mais le business, c'est pas qu'il dépend des subventions, c'est qu'en fait, on s'appuie sur les subventions pour faire ça. Et comme c'est soutenu par ces subventions, ce serait idiot de notre part de pas s'appuyer dessus. Finalement, il y a quand même un vrai manque de visibilité de toutes ces aides qui peuvent exister. C'est en ça aussi qu'on a une valeur ajoutée par rapport à nos clients, c'est de leur présenter les offres et subventions qui existent et les plus efficaces pour le projet, pour leur projet. Finalement, c'est toujours différent. Mais oui, on fait partie des différents groupes de travail, des plans bâtiments durables. On discute avec les différents cabinets. Maintenant, il faut plus discuter avec Bercy d'ailleurs que la transition énergétique. Mais voilà. Ok. Il y a quand même des opérateurs, alors qui sont peut-être pas aussi globaux dans l'esprit que vous, mais les gens qui viennent des C2E, ils se vivent aussi comme des opérateurs d'efficacité énergétique. Et parfois, ils ont une diversification dans le solaire. EFI, Elio GeoPLC, Sonergia qui va aussi. EFI, il est dans le solaire. Oui, commence à effectivement avoir une offre sur le solaire de vente de panneaux solaires aux particuliers parce qu'ils sont que sur parce les particuliers. Parce particuliers. qu'eux, ils sont que sur le particulier. Alors voilà, on est uniquement c'est la B2B, c'est différence. pour ça. C'est une grosse différence parce que c'est pas du tout la même chose en fait de s'adresser aux particuliers que de s'adresser aux sociétés, en B2B. Donc pour moi, c'est pas nos concurrents, on les voit jamais. GeoPLC, c'est un délégataire pour moi qui est auprès des particuliers. Et Sonia aussi, je les vois pas, enfin, on les voit jamais. Oui, C'est NJ maintenant. Certinergie, c'est une filiale d'Engie. C'est un peu sur votre marché quand même, je pense. Oui, mais on les rencontre pas. Pratiquement jamais. Puisque nous, on se positionne très rarement, enfin, notre société, Loris ENR peut les rencontrer sur certains appels d'offres de valorisation des C2E purs. Donc c'est en ça qu'ils peuvent, mais NR10 les rencontrent très rarement. Question annexe, mais dans les métiers de la rénovation, on voit beaucoup aujourd'hui de certifications, de labels. Quel est votre avis sur les... Vous êtes acteur, vous, enfin, c'est quoi votre position sur les labels certifiés qui sont assez nombreux et puis chacun, ou pas d'ailleurs, va se servir. C'est quoi votre analyse aujourd'hui de ces labels et certifications? Je vais répondre si vous voulez. Moi, je ne suis pas le spécialiste des labels. Je viens de le devenir à l'instant. Très sincèrement, moi, il y en a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de labels, il y a beaucoup trop de normes. Si vous regardez bien, depuis 10, 15 ans, 20 ans, on vous sort toujours des comités théodules qui vont réduire la France. Et je crois qu'il y en a de plus en plus. Je trouve qu'il en faut un minimum, effectivement. Mais je trouve qu'il y en a trop. Alors, ce seraient lesquelles les références selon vous Qu'il faudra enlever ou... enlever ou garder, enfin, quels sont ceux? Là, je ne peux pas vous répondre. On n'a pas Désolé. analysé ça. On n'est pas sur ces labels-là, mais Nous, on doit l'être dans pour certains types de travaux ou autres, il y a des labels à respecter. Je pense par exemple au label RGE ou autre. Ça, à mon avis, c'est un bon label, par exemple. On va respecter ce qu'il faut faire. Après, dans certains cas, nous, on fait des choses qui sont mieux que les labels ou autres. On est très très orienté chez le client. Donc, on va faire ce qu'il faut pour que tout se passe bien avec lui. Pour remplir le vrai label, pour nous, c'est celui-ci. Et après, on vous dit, finalement, l'autre jour, je vous donne un petit exemple. L'autre jour, lorsqu'on a fait une rénovation thermique d'une fameuse tour près de la gare de Lyon, finalement, on a fait tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'on croyait bon. Puis à la fin, on s'est aperçu, tiens, on n'a pas cherché, mais finalement, cette tour peut être Brim News maintenant. Un peu comme HQE ou autre. On dit, super, finalement, un peu comme M. Jourdain, on a fait du label Brim News sans chercher, c'est arrivé à la fin. Donc voilà, donc oui, il en faut. En revanche, c'est pareil, j'ai un ami qui a participé à la dernière étude qui visait à réduire les normes ou certains labels inutiles. Là, je pourrais vous partager un peu son travail, parce que je crois que c'est très très vaste. Alors, dans la continuité, qu'est-ce que vous pensez de la difficulté de sortie de la RE 2020 Comment vous voyez orienter les débats en ce moment? Pareil, pour tout vous dire, moi j'ai plus le temps de suivre tous les jours tous ces comités. Mais ça rejoint un peu la question de madame tout à l'heure. C'est que finalement, en France, on découvre l'énergie depuis 8 ans. Je suis frappé par le mot lobbying. Je ne dis pas qu'il a été inventé pour l'énergie, mais vous avez ces grandes sociétés actuellement qui vivent très très bien de certaines rentes, donc ils vont se battre jusqu'au bout pour que ça perdure. Et ces gens-là, à mon avis, à chaque fois qu'il y aura un danger pour leur rente, elles se battront.
Donc la REVA20, au début, on entendait partout qu'il y allait y avoir du bois partout et qu'il n'y aura plus de gaz. Et puis finalement, vous vous rendez compte qu'il y a encore un report, il y a la crise, il y a ceci, il y a cela, les bureaux qui se vident, il y a le télétravail, il y a le Covid. Et dans l'énergie comme dans tout en France, tout est bon pour essayer de revenir encore sur ce qui a été acté, et d'où l'instabilité fiscale et énergétique de la France. On a du mal à se projeter dans l'avenir. Là, c'est pas nous, à notre petit niveau, on ne fait que subir et s'adapter. On n'a pas la force de frappe des acteurs historiques français pour pouvoir, indirectement, comme disait madame, aller peser sur les débats. Et puis des fois, ça se joue à minuit au Parlement, au Sénat, à voix haute. On rajoute des virgules, on rajoute des petits mots par-ci par-là pour continuer les rentes. Ça ne fait pas avancer l'énergie en France, à mon avis. Et c'est vrai que nous, on prend beaucoup à la filière noire. On essaie de développer beaucoup auprès du résidentiel la filière noire. On a essayé de pousser pour nous.